Regardez le bleu. Non, vraiment. Regardez-le. Ce bleu turquoise presque violent des Caraïbes mexicaines. Celui qui inonde les cartes postales. Celui qui est vendu dans les brochures. Celui qui promet l'oubli de tous les problèmes. Écoutez le murmure des vagues qui se brisent sur le sable blanc. Un murmure perpétuel. Sentez le soleil de Cancun. Une chaleur humide qui colle à la peau. Une étreinte qui engourdit. Le paradis. C'est le mot qu'ils utilisent. Paradis. Un mot tellement répété qu'il a perdu son sens. Il est devenu une marque. En un produit. Un produit de luxe, avec des bracelets tout compris et des sourires répétés par le personnel. Mais je vous pose la question. Qu'est-ce qui soutient un paradis? Sur quelles fondations sont construits les grands hôtels de marbre blanc et les piscines à débordement? Parfois, les fondations sont faites de plus que du béton et de l'acier. Parfois, elles sont faites d'os, de secrets, d'accords inavouables qui se transmettent comme une couronne d'épines. Je suis Padre del Valle, et ceci n'est pas la réalité du Mexique. C'est la réalité interdite. L'histoire que vous allez entendre aujourd'hui se cache derrière la façade la plus brillante de notre pays. Elle s'ancrera dans votre mémoire, comme le corail dans le rocher. Et elle ne vous laissera pas dormir. C'est la chronique de l'une des familles les plus puissantes de la Riviera Maya, la dynastie Solis, et le pacte de sang et de silence qui les a maintenus au sommet. Un pacte qui n'est pas signé à l'encre. Il est scellé dans la chair, dans l'innocence volée à leur propre fille, génération après génération. Avant de plonger dans cette obscurité, je ne vais pas vous demander un like. Je vais vous demander de respirer, de prendre une seconde pour sentir le sol sous vos pieds. Car nous allons voyager dans un endroit où le sol est faux, où la beauté n'est qu'un masque. Si vous êtes prêt à déchirer ce voile, à voir le vrai visage putride du pouvoir, abonnez-vous. Activez cette cloche. Ce n'est pas pour développer une chaîne, c'est pour construire des archives. Des archives des voix qui ont été réduites au silence par le luxe et la terreur, pour que leurs cris, même tardifs, résonnent enfin. Commençons. Julian Sosa était un homme de certitude, un architecte. Sa vie était régie par la physique, par les mathématiques, par la logique des structures. Un homme de ligne droite, d'angle précis, de plans et de calculs. Le béton, l'acier et le verre étaient son langage. Il ne croyait pas aux fantômes. Il ne croyait pas aux légendes. Il croyait en ce qu'il pouvait mesurer, en ce qu'il pouvait toucher. C'est pourquoi, lorsqu'il a été engagé pour la rénovation du Sol de Reyes, il a pensé avoir atteint le sommet de sa carrière. Le Sol de Reyes n'était pas un hôtel. C'était un mythe. Le complexe hôtelier le plus exclusif et légendaire de Cancun. Un empire blanc qui s'étendait sur la plage. Propriété de la dynastie Solis. Une famille aussi ancienne et puissante que les récifs de la côte. Aussi intouchable que le soleil. Julian était euphorique. C'était le projet de sa vie, une œuvre qui définirait sa carrière. Le travail commença. Des journées de bruit, de poussière, de cris des ouvriers sous un soleil implacable. Tout se déroulait comme prévu. Jusqu'à ce que Julian, l'homme des certitudes, découvre l'anomalie. Dans les plans originaux de la propriété, un document historique datant des années 50, il y avait une partie qui n'existait tout simplement pas dans la réalité. Une villa. Le cœur originel du domaine, Villa Soledad. Le cœur à partir duquel tout l'empire hôtelier s'était développé. D'après les plans, cette villa devait se trouver juste au centre de l'aile ouest, celle qu'ils étaient en train de rénover. Mais elle n'était pas là.
À sa place, il y avait un mur. Un mur énorme, lisse, en béton armé. Sans porte, sans fenêtre, sans la moindre fissure. Comme si la villa avait été dévorée par l'hôtel. Absorbée, enterrée vivante dans son propre descendant. Juliane alla voir son chef de chantier, Manuel. Un homme d'une 50aine d'années, au teint buriné par le soleil et aux yeux de celui qui a appris à ne pas trop regarder. Il y a quelque chose d'étrange ici, Manuel. Les plans montrent une construction à cet endroit, une villa entière. Mais il n'y a qu'un mur. Manuel ne leva même pas les yeux de ses papiers. « Ne posez pas de questions, architecte, » dit-il à voix basse. « Ce sont des ordres d'en haut. Des propriétaires eux-mêmes. On ne touche pas à cette partie. On ne la regarde pas. On ne la nomme pas. Pour nous, ce n'est qu'un mur. Mais pourquoi? C'est un gaspillage d'espace. Nous pourrions... » « Ne posez pas de questions, » l'interrompit Manuel, cette fois avec une pointe d'avertissement dans la voix. « Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir. Prends ton chèque et continue avec les nouveaux plans. Ceux qui comptent. Mais la curiosité est un poison lent. Une fois qu'elle s'insinue dans le sang, il n'y a pas d'antidote. » Juliane ne put s'en empêcher. Il devint obsédé par le mur, avec le village fantôme. Qu'y avait-il là-dedans qui méritait d'être effacé de la carte de manière aussi brutale? Pourquoi sceller un bâtiment plutôt que de le démolir? Un soir, l'obsession l'emporta. Il est resté après le départ du dernier ouvrier. Le complexe, habituellement en effervescence, était plongé dans un silence presque fantomatique. Seul le bruit constant et sourd de la mer se faisait entendre, comme le souffle d'une bête endormie. Il s'est approché du mur. L'air autour de lui semblait plus froid. Il le frappa du poing. Il sonnait creux. Définitivement creux. Il y avait un espace derrière. Il parcourut le périmètre du mur, centimètre par centimètre, à la recherche d'une fissure, d'un joint mal scellé, d'un signe. Et il le trouva. Dans une pièce de service adjacente, derrière un faux panneau de plâtre mal installé. Une petite porte en bois, gonflée par l'humidité, rongée par les termites, fermée par un énorme cadenas ancien, couvert de rouille. Juliane sentit un frisson glacial lui parcourir le dos. Ce n'était pas une simple anomalie architecturale. C'était un tombeau, un secret délibérément enfoui. Sa logique d'architecte lui criait de partir, d'obéir à Manuel. Mais quelque chose d'autre, plus ancien et plus profond, le poussa à continuer. Il trouva une barre de métal dans la boîte à outils. Le cœur battant à tout rompre, il força le cadenas. Le vieux métal gémit, résista, puis finit par céder dans un claquement qui résonna comme un coup de feu dans le silence de la nuit. Il ouvrit la porte. Une bouffée d'air vicié et épais lui frappa le visage. Une odeur de poussière accumulée depuis des décennies, d'enfermement, de moisissure, de temps arrêtés. Il entra, éclairant son chemin avec la lampe torche de son téléphone. Il était dans la villa perdue. Tout était recouvert d'une épaisse couche de poussière grise. Les meubles en acajou, recouverts de draps blancs, ressemblaient à une réunion de fantômes assis dans la pénombre. C'était comme entrer dans une pyramide, dans un mausolée. Le silence ici était différent, lourd, oppressant. Juliane avança. Ses pas soulevaient de petits nuages de poussière qui dansaient dans le faisceau de lumière. Les murs étaient couverts de portraits à l'huile. La famille Solis, génération après génération. Des hommes à la mâchoire dure et au regard froid. Des femmes à la beauté fragile et au sourire forcé.
et dans les yeux de toutes les femmes, sans exception, le même regard, une tristesse infinie, une résignation opaque, comme si elle regardait quelque chose de terrible qu'elle seule pouvait voir. Il arriva dans une pièce au bout d'un petit couloir. La porte était entr'ouverte. Cela ressemblait à la chambre d'une petite fille. Un lit à baldaquin avec le voile déchiré. Une maison de poupée dans un coin, avec les petits meubles renversés. Et sur un petit bureau en bois blanc, un journal intime. Un journal relié en cuir rouge aux bords usés. Les initiales ES étaient beau gravées en lettres d'or ternies. Elisa Solis, le nom de l'une des femmes des portraits, celle qui avait le regard le plus brisé de toutes. Julian hésita. Il avait l'impression de profaner quelque chose de sacré et de terrible. Mais il était trop tard pour faire marche arrière. Il l'ouvrit. La première page était datée de 1985. L'écriture était élégante, presque enfantine. Elle parlait du soleil, de la mer, de son nouveau cheval, de ses cours de piano. La vie apparemment normale d'une petite fille riche et solitaire. Julian tourna les pages. Il remarqua que l'écriture devenait plus serrée, plus nerveuse. L'innocence s'estompait, laissant place à la confusion, à la peur, des allusions cryptiques aux leçons spéciales de son père, aux portes qui se fermaient à clé, au silence étrange de sa mère. Puis il arriva à l'entrée qui allait tout changer, celle qui fit s'arrêter son cœur. Aujourd'hui, c'est mon 13e anniversaire. Papa dit que ce soir, c'est ma succession. Il dit que c'est le plus grand honneur pour une femme Solis, que c'est la tradition sacrée de notre famille, que c'est ainsi que nous restons purs, forts, unis. Julian dut s'arrêter. Il manquait d'air. Les mots étaient ambigus, mais leur poids était sombre, étouffant. Il dit que mon arrière-grand-mère l'a fait. Et ma grand-mère. Et ma mère. Il dit que c'est à mon tour de recevoir la bénédiction du sang, de devenir la véritable reine de cette maison. Il continua à lire, avec une terreur grandissante. Tu penses, ma mère m'a habillé. Elle m'a mis la robe blanche en dentelle que portait ma grand-mère, celle que portent toutes les reines Solis. Elle ne m'a pas regardé dans les yeux. Ses mains étaient glacées. Mon père m'a emmené dans le salon principal de la villa. Il a allumé les bougies devant le grand portrait du fondateur, mon arrière-arrière-grand-père Ignacio. Il m'a dit de ne pas avoir peur, que c'était un acte d'amour pur, le secret de notre pouvoir, le pacte qui nous rend intouchables. Puis, il a fermé la lourde porte en chêne et il m'a couronnée reine. La dernière phrase était floue. Maculée d'une goutte qui avait fait couler l'encre, une larme séchée. Julian referma brusquement le journal. Le livre faillit lui échapper des mains tremblantes. Il sentit une vague de nausée le submerger. L'air de la villa lui semblait soudain glacial, étouffant. Il avait du mal à respirer. L'odeur de poussière n'était plus seulement celle de la poussière. C'était l'odeur de la décadence, la puanteur d'un secret pourri depuis un siècle. Il s'appuya contre le mur froid, sentant le plâtre s'effriter sous la pression de ses doigts. Ce n'était pas un journal, c'était une confession, un testament, la détresse silencieuse d'une enfant, consignée entre les pages, le témoignage d'une terrible réalité qui se répétait, inlassablement, dans cette même pièce, de génération en génération. Cette façade de normalité cachait une vérité souterraine, et il venait d'en trouver la clé. Ces actes n'étaient pas un événement isolé. La pierre angulaire de la dynastie Solis. Une théologie de la perversion. L'histoire des Solis a commencé avec un homme, Ignacio Solis,
le fondateur, celui du portrait. Il est arrivé sur ces côtes au début du XXe siècle, à l'époque où Cancún n'était qu'une promesse murmurée dans la jungle. Ignacio n'était pas un pionnier, c'était un conquérant. Un homme qui citait la Bible tout en dépouillant les pêcheurs mayas de leur terre. Son ambition était aussi grande que sa cruauté. Il construisit la Villa Soledad comme sa forteresse personnelle, son royaume. Ignacio était obsédé par la pureté du sang, de la lignée, du pouvoir. Il croyait que se mélanger à des étrangers affaiblissait la famille, contaminait l'héritage. Il développa une idéologie tordue, une religion personnelle. Un mélange d'eugénisme, de fanatisme et de narcissisme extrême. Le pacte commença avec sa propre fille. La première reine, Solis. Il l'a déguisée en rituel mystique. Une bénédiction, pour maintenir la fortune et la force au sein de la famille. Pour créer un lien plus fort que le sang, un lien de culpabilité partagée et de silence absolu. La tradition se transmettait de père en fille. Les hommes Solis étaient les grands prêtres de ce culte obscur. Les femmes, les réceptacles de l'honneur. Les victimes sacrificielles sur l'autel de la pureté familiale. Elles grandissaient en connaissant leur destin sans que personne ne le leur dise. Elles voyaient l'ombre dans les yeux de leur mère, de leur tante, de leur grand-mère. Elles ressentaient le poids de la tradition bien avant de la comprendre. Et à leur 13e anniversaire, la porte se fermait, et le cycle de l'horreur et du silence recommençait. Elisa, la propriétaire du journal, a essayé de le briser. Dans les pages qui suivaient la succession, elle décrivait sa dissociation. Comment elle avait appris à séparer son esprit de son corps. Comment elle se sentait comme un fantôme dans sa propre vie. Et comment, un jour, une lueur d'espoir était entrée dans sa prison. Elle était tombée amoureuse d'un garçon du village, un musicien nommé Léo. Ils ont prévu de s'enfuir ensemble. Le journal est rempli d'espoir, de projets fiévreux. C'est presque douloureux à lire. Mais son père l'a découvert. Il n'y a pas eu de cri. Il n'y a pas eu de punition visible. La méthode Solis était plus propre, plus terrible. Une nuit, Léo a tout simplement disparu. Il s'est volatilisé de la surface de la Terre. La police locale, déjà à la solde des Solis, a ouvert une enquête qui a duré 2 jours. L'affaire a été classée pour manque de preuves. Elisa raconte dans son journal l'angoisse de cette attente, jusqu'au jour où son père l'a appelée dans son bureau. Sur la table en acajou, il y avait une boîte à chaussures. « Voilà ce qui arrive quand on défie la famille, ma reine, » lui a-t-il dit. « Voilà ce qui arrive quand on cherche l'amour à l'extérieur. » Il a ouvert la boîte. À l'intérieur, il y avait une flûte en bois, cassée en 3 morceaux. La flûte que Léo avait toujours sur lui. Et à côté, une mèche de cheveux noirs. « Personne ne t'aimera comme moi. Personne ne te protégera comme moi. » Dehors, il n'y a que de la douleur et la disparition. Ici, dans mes bras, tu es en sécurité. Cette nuit-là, Elisa capitula. Elisa devint sa mère, et sa grand-mère, et toutes les femmes Solis avant elle. Une prisonnière au sourire parfait et aux yeux morts. Le journal s'arrêtait là, avec des pages blanches. Avec un silence qui en disait plus long que n'importe quel mot. Juliane quitta le bidonville à l'aube. Le soleil des Caraïbes, qui lui semblait autrefois magnifique, lui paraissait désormais obscène. Une lumière hypocrite qui éclairait un décor de pourriture. Il emporta le journal. C'était sa seule preuve. Le cri d'Elisa venu du passé. Il ne réfléchit pas. Il agit. Il alla voir la police. Au poste de police de la zone hôtelière. Il fut reçu par un commandant vêtu d'une guayabera en lin impeccable
et portant une montre en or qui valait plus que sa voiture. Le commandant Portillo, un homme au sourire facile et aux yeux de reptile. Julian, la voix tremblante de rage et de peur, lui raconta tout. La villa scellée, les portraits, le journal. Il lui a montré le journal. Portillo l'a feuilleté avec une lenteur insultante. Il ne l'a même pas lu. Il s'est contenté de tourner les pages. « Monsieur Sosa », a-t-il dit en lui rendant le journal comme s'il était sale, « vous êtes nouveau ici, n'est-ce pas? La famille Solis est le fondement de cette ville. Elle possède la moitié de la côte. Elle fournit des milliers d'emplois. Elle attire les touristes. Elle est intouchable. Ceci, dit-il en désignant le journal d'un geste dédaigneux, ce sont de vieilles rumeurs. Une affaire familiale, délicate. Et vous, avec tout le respect que je vous dois, vous ne faites pas partie de la famille. Mais c'est un crime. C'est systématique. Ce sont des générations d'abus, insista Julian. Portillo se pencha en avant. Son sourire disparut. Sa voix devint dure comme le corail. Écoutez, architecte, j'apprécie votre préoccupation civique. Mais je vous donne un conseil d'ami. Remettez ce livre là où vous l'avez trouvé. Oubliez que vous avez vu cette porte. Terminez votre travail, encaissez votre chèque et rentrez chez vous. Cancun est un paradis pour les touristes et pour ceux qui savent tenir leur langue. Ne venez pas remuer la boue. Julian resta figé. Il ne niait rien. Il le protégeait simplement. Il quitta le bureau, sentant la chaleur humide de Cancun comme une couverture étouffante. Le système ne l'aiderait pas. Le système était le chien de garde du monstre. Mais Julian n'abandonna pas. Le cri d'Elisa ne le laissait pas tranquille. Il se rendit à Chetumal, la capitale. Il obtint un rendez-vous au bureau du procureur général de l'État. Un bâtiment gris, impersonnel, qui sentait le désinfectant et le désespoir. Il fut reçu par un procureur adjoint, maître Valadez. Un homme vêtu d'un costume mal coupé, le regard rivé en permanence sur son écran. Julian raconta à nouveau l'histoire, cette fois-ci, plus calmement, comme s'il s'agissait d'une affaire. Valadez tapait sur son clavier pendant que Julian parlait. Un cliquetis constant et monotone. Lorsque Julian eut terminé, le procureur adjoint ajusta ses lunettes. « Je comprends la gravité de ce que vous alléguez, monsieur Sosa. C'est très cinématographique. Cependant, nous avons plusieurs problèmes de procédure. Le journal, bien que troublant, est une preuve obtenue illégalement. Vous avez pénétré dans une propriété privée. C'est inadmissible. De plus, il pourrait s'agir d'une œuvre de fiction. Le fantasme d'une adolescente en difficulté. Pour ouvrir une enquête officielle, nous aurions besoin d'une plainte directe d'une victime. Vivante. L'avez-vous? Elles sont mortes ou prisonnières dans cette maison, s'exclama Julian, perdant patience. Le procureur adjoint soupira, un soupir de véritable agacement. Il regarda Julian comme s'il s'agissait d'une mouche agaçante. « Monsieur Sosa, dans le meilleur des cas, si quelque chose est vrai, il s'agit d'une affaire de personnes peut-être disparues dans le passé. Cela relève d'une autre autorité. Remplissez le formulaire 2B au guichet d'accueil des citoyens. Et attendez. Ils vous contacteront. » Le système ne recherchait pas la justice. Il cherchait à classer l'horreur dans des dossiers, à la classer, à l'archiver jusqu'à ce qu'elle soit oubliée. Julian ressentit une vague de désespoir si profonde qu'elle le submergea presque. Il luttait contre un monstre à 1000 têtes, et toutes faisaient partie du même corps bureaucratique. Son dernier recours
était une petite ONG de défense des droits humains dans un quartier pauvre de la ville. Une avocate, Carmen, l'écouta. Une femme aux yeux fatigués, mais déterminée. Elle le crut. Elle lut des extraits du journal, et ses yeux se remplirent d'une rage silencieuse. Mais ensuite, la réalité la frappa. « Julian, lui dit-elle, nous pouvons rédiger un rapport, l'envoyer à l'ONU, à la Commission interaméricaine, faire du bruit sur les réseaux sociaux. Mais nous ne pouvons pas les mettre en prison. La famille Solis dispose de la meilleure équipe d'avocats du pays. Ils nous enterreraient sous les poursuites judiciaires. Ils nous accuseraient de diffamation. Le gouvernement de l'État nous retirerait le peu de fonds dont nous disposons. Il nous fermerait. Nous avançons à tâtons dans le noir. Ils sont les maîtres de l'obscurité. » Julian quitta ce dernier bureau en se sentant complètement vide, vaincu. Il avait frappé à toutes les portes. Et toutes s'étaient fermées, ou gardées par les mêmes monstres. Le pacte des Solis n'était pas seulement familial. C'était un pacte social, un pacte de pouvoir, d'argent et de silence qui englobait tout l'État. Et lui n'était qu'un architecte, un homme droit dans un monde irrémédiablement tordu. Julian retourna à Cancun pour terminer son travail. Vaincu. Le mur qui cachait la villa était toujours intact, un monolithe à l'horreur. Un après-midi, un homme s'approcha de lui. Grand, bronzé, impeccablement vêtu de lin blanc. C'était Rodrigo Solis, l'actuel patriarche, le père de la dernière reine, le petit-fils d'Elisa. « Monsieur Sosa, » dit-il avec un sourire charmant. « Je suis ravi de vous rencontrer en personne. Votre travail est excellent. » Julian resta sans voix. « J'ai entendu dire que vous étiez très curieux, » poursuivit Solis, sa voix se réduisant à un murmure glacial. « J'ai entendu dire que vous visitiez des endroits qui ne figuraient pas dans votre contrat, que vous posiez des questions. » Il posa une main sur son épaule, une main lourde, brûlante. « Vous avez de la famille à Mexico, n'est-ce pas? Une sœur, je crois. Une jolie fille. Elle étudie la médecine. » Le sol se déroba sous les pieds de Julian. « Je vous remercie de vous intéresser à l'histoire de ma famille, » poursuivit Solis sans perdre son sourire. « Mais certaines histoires doivent rester dans les livres. Dans les mausolées, elles ne doivent pas être déterrées. Vous êtes un bon architecte, avec un avenir brillant. Ne le ruinez pas à cause des fantômes du passé. Terminez votre travail, encaissez votre chèque, et oubliez que vous avez un jour ouvert cette porte. » Ce n'était pas une suggestion, c'était une sentence. Julian comprit. Il comprit le regard de résignation sur les portraits. Le silence d'Elisa, la peur qui cimentait ce paradis. Aujourd'hui, le sol de Reyes est toujours debout, plus luxueux que jamais. Les touristes rient dans leurs piscines, ils boivent des margaritas. Ils dorment dans des chambres luxueuses, à quelques mètres de la tombe scellée où l'horreur continue probablement de se répéter. Ignorant, heureux. Julian a terminé le travail. Il a été payé. Et il s'est enfui. Il a quitté Cancun. Il a quitté le pays. Il vit désormais dans un endroit froid, anonyme, loin de la mer. Parfois, la nuit, il peut encore sentir l'air vicié de la villa. Il sent encore le poids du journal dans ses mains. Le journal est en sécurité. Avec lui. Sa seule et maigre victoire. Un jour, dit-il, il trouvera le moyen de faire entendre au monde le cri d'Elisa. Mais pour l'instant, le pacte des Solis reste intact. Le sang continue d'appeler le sang. Et le paradis continue de cacher son enfer à la vue de tous. Un monument à la vérité la plus sombre de notre Mexique. Le pouvoir ne corrompt pas seulement, il protège ces monstres.
génération après génération. Génération après génération. Je suis Padre del Valle et rendez-vous dans la prochaine Realidad Mexico.